Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de l'épidémiologie et la prévention cardiovasculaire. À la fin de ce cours, les objectifs pédagogiques suivants doivent être atteints. Premier objectif, connaître le profil épidémiologique de la maladie athéromatoeuse. Deuxième objectif, citer les localisations préférentielles de la maladie athéromatoeuse. Troisième objectif, connaître les facteurs de risque cardiovasculaire et la notion de risque cardiovasculaire global. Quatrième objectif, décrire les bases de la prévention de la maladie athéromatoeuse. Cinquième et dernier objectif, citer les bases du traitement de la maladie athéromatoeuse selon le stade de la prévention. Pour cela, on va suivre ce plan. D'abord, introduction et définition. Puis on parlera de l'épidémiologie des maladies cardiovasculaires et leur éthiopathogénie en parlant de la situation épidémiologique dans le monde, puis l'étiologie des maladies cardiovasculaires. Troisième chapitre, on abordera les facteurs de risque de la maladie athéromatoeuse. D'abord, on va définir ce qu'est un facteur de risque, puis on citera les différents facteurs de risque de la maladie athéromatoeuse. Quatrième chapitre, on va parler de la prévention de la maladie athéromatoeuse avec ces deux volets, prévention primaire et prévention secondaire. Et on terminera par les bases du traitement de la maladie athéromatoeuse. D'abord, correction des facteurs de risque cardiovasculaire, puis le traitement médicamenteux. L'OMS définit l'épidémiologie comme l'étude de la distribution des maladies dans les populations humaines, ainsi que les influences qui déterminent cette distribution. Donc il y a deux mots-clés, distribution des maladies et les influences qui déterminent cette distribution. Il faut savoir que le monde a connu une transition épidémiologique, donc on est passé des maladies infectieuses et épidémiques transmissibles vers les maladies non transmissibles chroniques. Et dont les maladies cardiovasculaires d'origine athéromatoeuse font partie de ces maladies-là non transmissibles. Cette transition est liée à plusieurs facteurs, l'avènement des antibiotiques, de la vaccination, ainsi que le changement du mode de vie et de l'alimentation. La situation épidémiologique dans le monde concernant les maladies cardiovasculaires, il faut savoir qu'en 2010, les maladies cardiovasculaires sont la première cause de décès dans les pays occidentaux. Car la mortalité par néoplasie et cancer a régressé et elle vient en deuxième place. Un chiffre important, 17,5 millions de décès sont imputables aux maladies cardiovasculaires, soit 31%, pratiquement le tiers de la mortalité mondiale totale. Parmi ces décès, on estime que 7,4 millions, c'est-à-dire plus de 40%, sont dus à une maladie coronaire et 6,7 millions à un accident vasculaire cérébral. Plus de 3/4 des décès liés aux maladies cardiovasculaires interviennent dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires par défaut d'accès aux soins, au dépistage précoce et à la correction des facteurs de risque. Concernant l'étiologie des maladies cardiovasculaires, il faut savoir que là on va parler de la maladie athéromatoeuse, mais les pathologies cardiaques sont variables. Il y a les valvulopathies, il y a les cardiomyopathies, les troubles de rythme, les troubles de conduction, les pathologies de péricarde. Mais là, il faut savoir que l'étiologie principale des maladies cardiovasculaires est représentée par l'athérosclérose et ses complications qui est l'athérothrombose. On parlera tout à l'heure de ces deux termes-là. Cette athérosclérose et ses complications est à l'origine de plus de 90% des syndromes coronariens aigus et 50% des accidents vasculaires cérébraux. Le mot athérosclérose se compose de deux parties, athérome et sclérose. L'athérome désigne la partie lipidique, c'est le noyau lipidique de la plaque et de la plaque d'athérome. Et la sclérose, désigne la fibrose, c'est-à-dire la coque ou bien la charpente qui couvre ce noyau lipidique. Donc on a dit que cette plaque d'athérome est composée de deux parties principales, le noyau lipidique et la charpente fibreuse. Cette plaque augmentera de taille dans son évolution naturelle et peut aboutir à un rétrécissement de la lumière artérielle qu'on appelle sténose ou rétrécissement. Au-delà de certains degrés de sténose, c'est-à-dire quand la sténose devient serrée, cette sténose va se manifester par des symptômes qu'on verra tout à l'heure. Si la plaque va se rompre ou il y aura une érosion de cette charpente, il y aura mise en contact de noyau lipidique avec la circulation sanguine, et ce noyau lipidique il est hautement thrombogène, il va faire appel aux facteurs de coagulation, aux différents éléments sanguins, les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. Le tout va aboutir à la formation d'un thrombus,
et ce thrombus va occlure l'artère, donc c'est la thrombose de l'artère ou l'athérothrombose qui va engendrer un nivellement aigu qu'on va voir tout à l'heure au niveau des différents organes. L'Organisation mondiale de la santé définit l'athérosclérose comme une association variable de remaniement de la couche interne de la paroi artérielle qui est l'intima, des artères de gros et de moyen calibre consistant en une accumulation focale de lipides, de glucides complexes, de sang et de produits sanguins, de tissus fibreux et de dépôts calcaires. Le tout s'accompagne d'une modification de la média qui est la couche moyenne de la paroi artérielle. Donc l'athérosclérose concerne principalement l'intima et la média et des artères de gros, des moyens calibres. Cette athérosclérose touche toutes les artères du corps, mais principalement et surtout les artères de gros et de moyen calibre, à savoir l'aorte, les artères coronaires qui vascularisent donc le cœur, les artères à destinée cérébrale, c'est les artères carotides, les artères des membres, principalement les membres inférieurs, mais également les membres supérieurs, les artères digestives et les artères rénales. Quelles sont les conséquences de cette athérosclérose? On a dit que la plaque d'athérome peut évoluer vers une sténose ou un rétrécissement et peut également se compliquer de rupture ou d'érosion à l'origine de l'occlusion de l'artère par formation de thrombus. Donc, ces sténoses et cette occlusion vont engendrer des manifestations et des complications. Au niveau des artères coronaires, donc, le rétrécissement des artères coronaires va engendrer des douleurs thoraciques qu'on appelle angor diffore ou angor stable, c'est-à-dire que le muscle cardiaque, quand il donc à l'effort, va demander plus d'oxygène, et le fait qu'il y a cette sténose, il y aura un déséquilibre entre les besoins et l'apport, donc défaut d'apport d'oxygène qui va engendrer une ischémie et qui se manifeste cliniquement par une douleur thoracique qu'on appelle douleur angineuse ou angor stable. En cas de rupture de la plaque et occlusion de l'artère, on aura un syndrome coronarien aigu, et ce syndrome coronarien aigu va aboutir à l'insuffisance cardiaque, voire même le décès. Pour les artères cérébrales ou carotides, donc c'est les accidents vasculaires cérébraux ischémiques avec comme conséquence donc impotence fonctionnelle, trouble de langage, démence ou décès, c'est des conséquences graves. Pour les artères des membres inférieurs, l'équivalent de l'angor au niveau cardiaque, c'est les claudications des membres inférieurs. La même chose, une artère rétrécie, donc le muscle à l'effort, ou bien il est sollicité, donc il va demander de l'oxygène. Le fait que l'artère réduit de calibre, donc on a diminution du flux sanguin, donc diminution d'apport d'oxygène, donc souffrance musculaire qui se manifeste par des crampes qu'on appelle claudication. Donc en cas d'occlusion de l'artère, on aura l'accident aigu qui est l'ischémie aiguë. Cette ischémie aiguë, si elle n'est pas prise en charge à temps, va donner une gangrène, voire l'amputation des membres. Vous voyez, c'est des complications graves. Pour les artères rénales, la sténose des artères rénales donne une hypertension artérielle qu'on appelle HTA, donc rénovasculaire. Cette hypertension peut évoluer vers l'insuffisance rénale avec nécessité d'hémodialyse. Pour l'aorte, la complication de l'athérosclérose, c'est l'anévrisme de l'aorte, et la localisation préférentielle, c'est l'aorte abdominale. Donc l'anévrisme, c'est une dilatation donc, de la paroi artérielle, dilatation locale, avec perte du parallélisme. Cet anévrisme risque de se compliquer de rupture, de thrombose. Imaginez-vous une aorte, donc c'est l'artère principale qui se rompt, et donc c'est une complication cataclysmique et qui va aboutir donc, ou bien qui va aboutir vers le décès. Pour les artères intestinales, donc c'est l'insuffisance circulatoire intestinale avec angor mésentérique, c'est une douleur abdominale survient en général en postprandial parce que l'intestin est sollicité après le repas. Et bien sûr, le risque grave de l'infarctus mésentérique, c'est une complication redoutable et mortelle également. On passera au facteur de risque de la maladie artériomateuse. D'abord, on va définir c'est quoi un facteur de risque. On appelle un facteur de risque toute caractéristique, anomalie ou habitude associée à un surcroît, c'est-à-dire une augmentation de risque de développer la maladie avec une relation jugio-causale entre le facteur et cette maladie. Et dans l'éradication de ce facteur,
entraîne une raréfaction ou une diminution de la gravité de la maladie. Quels sont les facteurs de risque de la maladie artériomateuse? Les facteurs de risque de l'athérosclérose ont été identifiés à partir de l'étude de Framingham. L'étude de Framingham, c'est une ville américaine. Cette étude a débuté en 1948 et toujours en cours, jusqu'à nos jours. La ville de Framingham a été choisie pour sa représentativité de la population globale américaine. Et ces facteurs sont de deux types. Les facteurs de risque non modifiables, c'est-à-dire on ne peut pas agir sur ces facteurs-là, et les facteurs de risque modifiables qu'on peut agir, sur lesquels on peut agir. Les facteurs de risque non modifiables, il y a l'âge, défini par un âge supérieur à 50 ans chez l'homme et 60 ans chez la femme. Les antécédents familiaux d'accidents cardiovasculaires précoces, c'est-à-dire un infarctus du myocarde ou bien une mort subite avant l'âge de 55 ans chez le père ou bien un parent de premier degré de sexe masculin, et avant l'âge de 65 ans chez la mère ou bien un parent de premier degré de sexe féminin. Le sexe masculin est prédisposé à la maladie athéromateuse. Les femmes seraient protégées grâce aux oestrogènes jusqu'à la ménopause. Deuxième type de facteur de risque, les facteurs de risque modifiables. D'abord l'hypercholestérolémie à type d'hyper-LDLémie, augmentation du taux de LDL, ce qui est le mauvais cholestérol, c'est la haute densité lipoprotéine, ou d'hypo-HDLémie, le HDL c'est le bon cholestérol. Elle multiplie par 3 le risque de maladie coronaire. L'hypertension artérielle, c'est le deuxième facteur de risque modifiable. Elle multiplie par 7 à 8 le risque d'accident vasculaire cérébral et par 3 le risque de maladie coronaire. Le diabète sucré multiplié par 2 à 3 chez l'homme et par 3 à 5 chez la femme le risque relatif de maladie coronaire et d'accident vasculaire cérébral ischémique, et par 4 à 6 celui de l'artériopathie des membres inférieurs. La protection naturelle féminine avant la ménopause disparaît avec le diabète, c'est-à-dire si la femme est diabétique avant la ménopause, elle perd cet avantage de protection par les oestrogènes. Le tabagisme est considéré comme facteur de risque cardiovasculaire lorsqu'il est toujours en cours, c'est-à-dire actif, ou lorsqu'il est arrêté depuis moins de 3 ans. Si le sevrage tabagique remonte à plus de 3 ans, on parle dans ce cas-là d'antécédents et pas de facteur de risque cardiovasculaire. Ce tabagisme est à l'origine de près de 10% des maladies cardiovasculaires. Le dernier facteur de risque modifiable, c'est l'obésité et la surcharge pondérale, dont la définition se base sur le calcul de l'indice de masse corporelle, donc qui est égal au poids en kilos divisé par la taille en mètres au carré, et donc un IMC entre 25 et 30 définit la surcharge pondérale, alors que l'obésité est définie par un IMC supérieur à 30 kg par mètre carré. On passe maintenant à la prévention de la maladie athéromateuse. En connaissant les facteurs de risque de l'athérosclérose, on peut agir sur la principale cause de décès dans le monde. C'est le principe de la prévention cardiovasculaire. Donc c'est quoi la prévention? C'est l'ensemble de mesures visant à éviter ou à réduire le nombre et la gravité des maladies. L'OMS a proposé la distinction aujourd'hui classique entre prévention primaire et prévention secondaire. D'abord, prévention primaire. La prévention primaire comprend tous les actes destinés à diminuer l'incidence d'une maladie dans une population exempte de maladies cardiovasculaires. C'est-à-dire là, on intervient avant l'apparition de la maladie. Donc elle s'adresse aux personnes asymptomatiques, présentant des facteurs de risque, mais exemptes de maladies cardiovasculaires cliniquement déclarées. L'identification de la population cible est actuellement basée sur l'évaluation de risque cardiovasculaire global, c'est-à-dire on doit choisir les personnes à risque chez qui on doit intervenir par la prévention primaire. Et donc ça se fait par l'évaluation du risque cardiovasculaire, et cette évaluation se fait grâce à des échelles et des scores de morbimortalité qui fournissent une estimation approximative du risque cardiovasculaire. Le premier score, c'est le score de Framingham. Il évalue le risque coronarien à 10 ans. Il peut être réalisé en se servant d'ABAC ou en utilisant des logiciels en libre accès sur Internet. Il tient compte de 7 variables, 7 paramètres: le sexe, l'âge, le taux de cholestérol total, le taux du HDL cholestérol, le tabagisme, l'existence d'un diabète et la pression artérielle systolique traitée ou non. À l'issue de ce calcul, les sujets à considérer à risque cardiovasculaire, c'est les sujets qui ont un score supérieur à
20%. Le deuxième score qui est d'ailleurs le plus utilisé, c'est le score de la Société européenne de cardiologie. Donc c'est un acronyme du Systemic Coronary Risk Estimation. Donc la Société européenne de cardiologie, l'ESC, a développé un système d'évaluation des risques cardiovasculaires adapté à sa population. Ce score évalue non pas le risque coronarien global comme le score à 10 ans, comme le score de Framingham, mais le risque de décès d'origine cardiovasculaire à 10 ans. Donc, évalue le risque de décès cardiovasculaire, d'origine cardiovasculaire à 10 ans. Quels sont les paramètres qui font partie de ce score? C'est le cholestérol total, la pression artérielle systolique, le tabagisme et le sexe. Et en calculant le score, on obtiendra donc 4 catégories de risques. Donc le risque faible, modéré, élevé et très élevé. Le risque faible, lorsque le score calculé est inférieur à 1%. Le risque modéré quand le score est compris entre 1 et 5%. Le risque élevé quand le score est compris entre 5 et 10%. Et enfin le risque très élevé, c'est quand le score est supérieur à 10%. Voilà un exemple. Il faut savoir que ce score-là, il y a deux scores. Score destiné aux pays à faible risque cardiovasculaire et des scores désignés aux pays donc à haut risque cardiovasculaire. Et il faut savoir que l'Algérie a été classée comme dans la catégorie de pays à haut risque cardiovasculaire. On prend un exemple, voilà le score. En haut, on a le sexe, homme et femme. Et pour chaque sexe, il y a donc deux groupes, fumeurs et non-fumeurs. À droite, on a la valeur de la pression artérielle systolique. Au milieu, on a les tranches d'âge, donc 40, 50, 60, 55, 60 et ainsi de suite. Et en bas, on a la valeur du cholestérol total en millimol. Par exemple, on prend un homme âgé par exemple, de 60 ans, donc qui a une pression artérielle systolique à 140 et qui est non-fumeur et dont le cholestérol total est à 5 millimoles, donc son score est à 6%, il est classé donc dans la catégorie du risque élevé. Le dernier score, c'est les diagrammes de l'OMS et l'ISH. L'ISH, c'est la Société internationale de l'hypertension artérielle. Les États membres de l'OMS sont regroupés en 14 sous-régions épidémiologiques selon la localisation géographique et le taux de mortalité infantile adulte. Par exemple, l'Algérie appartient à la région africaine sous-groupe D, définie par une forte mortalité infantile et une forte mortalité adulte. L'Allemagne appartient à la région Europe, sous-groupe A, définie par une très faible mortalité infantile et très faible mortalité adulte. Chaque diagramme ne peut être utilisé que dans les pays de la sous-région épidémiologique de l'OMS qu'il concerne. Ces diagrammes indiquent le risque à 10 ans d'événements cardiovasculaires mortels ou non mortels. Donc le score de Framingham, c'est le risque coronarien à 10 ans. Le score de l'ESC, c'est le risque de décès d'origine cardiovasculaire à 10 ans. Et les diagrammes de l'OMS, c'est le risque à 10 ans d'événements cardiovasculaires mortels ou non mortels, en prenant en compte les paramètres suivants: l'âge, le sexe, la pression artérielle systolique, le taux de cholestérol sanguin total, les habitudes tabagiques et la présence ou non d'un diabète sucré. Ces échelles-là représentent une aide dans notre prise en charge des patients, mais il faut savoir qu'il y a certains paramètres ou bien situations où le patient est classé d'emblée à très haut risque ou à haut risque. Le patient est considéré déjà à très haut risque s'il a une insuffisance rénale sévère, c'est-à-dire une clearance créatinine à la créatinine inférieure à 30 ml par minute, ou bien s'il a un diabète sucré de type 1 ou type 2, associé à au moins un autre facteur de risque cardiovasculaire, ou bien une atteinte d'organes cibles. Il est également classé à haut risque, sans calcul de score, s'il a un diabète sucré type 1 ou type 2, donc avec facteurs de risque qu'on va voir tout à l'heure dans les différentes catégories de risque, et ou un facteur de risque externe, par exemple dyslipidémie familiale ou HTA maligne, ou bien une insuffisance rénale modérée définie par éclairance à la créatinine comprise entre 30 et 60 millilitres par minute. Deuxième volet de la prévention, c'est la prévention secondaire. La prévention secondaire, donc, elle vient plutôt après l'apparition de la maladie. Et elle comprend tous les actes destinés à agir à tout début de l'apparition de la maladie, afin de s'opposer à son évolution et de prévenir la récurrence des événements. Les échelles de risque cardiovasculaire ne sont pas nécessaires pour prendre des décisions en matière de traitement en cas de prévention secondaire, le patient étant d'emblée à haut risque cardiovasculaire, c'est-à-dire
qu'en prévention secondaire, on n'a pas besoin des échelles qu'on a déjà citées pour estimer le risque cardiovasculaire, parce que le patient est d'emblée classé à haut risque cardiovasculaire. Maintenant, quelles sont les bases de traitement de la maladie athyromateuse? Il y a deux volets, la correction des facteurs de risque cardiovasculaire et le traitement médicamenteux. Bien sûr, il y a un troisième volet qu'on ne va pas détailler dans ce cours, c'est la revascularisation. C'est une maladie qui touche les vaisseaux, les artères. Donc, en cas de sténose ou bien d'occlusion, on peut revasculariser, par exemple au niveau cardiaque par angioplastie coronaire et dilatation et mise en place de stent, ou bien par pontage aortocoronaire par chirurgie cardiaque. Pour les carotides, la même chose. On a l'angioplastie avec mise en place de stent. On a également l'endartériectomie, c'est-à-dire c'est le curetage, on va enlever la plaque ou bien la sténose d'origine athyromateuse. Également, il y a le pontage au niveau des carotides. Pour les membres inférieurs, c'est la même chose, angioplastie, pontage, et également pour les artères rénales. Donc, on commence par la correction des facteurs de risque cardiovasculaire. Cette correction est recommandée aussi bien en prévention primaire que secondaire. Donc, elle se base sur les actions suivantes. D'abord, les règles hygiéno-diététiques. Il faut réduire la consommation de gaz saturés provenant d'origine animale et favoriser, privilégier en parallèle les huiles végétales, notamment l'huile de colza et d'olive. Consommer régulièrement des poissons, 2 à 3 fois par semaine, qui sont riches en acides gras insaturés. Et ces acides gras ils ont un effet potentiel anti-inflammatoire, antithrombotique et antirythmique. Consommer quotidiennement des céréales, des fruits et légumes qui vont assurer un apport d'antioxydants et de fibres. Et en cas d'hypertension artérielle, il faut réduire la consommation de sel inférieure à 6 à 8 grammes par jour. Deuxième correction, c'est le sevrage tabagique. Il faut savoir que la poursuite du tabagisme après l'apparition de la maladie cardiovasculaire multiplie par 2 le risque de récidive et d'un nivellement grave. A l'inverse, le bénéfice du sevrage tabagique chez un patient coronarien est assez rapidement obtenu. Troisième mesure correctrice, c'est la lutte contre la surcharge pondérale et l'obésité. L'objectif, c'est d'avoir un indice de masse corporelle entre 20 et 25 kg par mètre carré, avec un tour de taille inférieur à 94 cm pour les hommes et 80 cm pour les femmes. Cette lutte est basée sur les règles hygiéno-diététiques qu'on a déjà citées, la pratique d'une activité physique régulière modérée, à raison de 2h30 à 5h par semaine en prévention primaire et de 30 minutes 3 fois par semaine en prévention secondaire, c'est-à-dire après l'apparition de la maladie cardiovasculaire. Bien sûr, dans ce cas-là, c'est après un AV spécialisé. Quatrième mesure correctrice, c'est le contrôle des chiffres tensionnels, avec comme objectif chez la plupart des patients des chiffres tensionnels au-dessous de 140 mm de mercure pour la pression artérielle systolique et 90 mm de mercure pour la pression artérielle diastolique. En cas de diabète, on est plus exigeant, donc la pression diastolique doit être inférieure à 80 mm de mercure. Enfin, c'est le contrôle des chiffres glycémiques. L'objectif glycémique doit être individualisé en fonction du profil du patient. Donc, l'élément principal du jugement, c'est l'hémoglobine liquide, l'HbA1c. Pour la plupart des patients, cet HbA1c doit être inférieur ou égal à 7%. Sixième mesure, c'est la correction de l'hypercholestérolémie. Elle repose d'abord sur la mise en œuvre des mesures hygiéno-diététiques. Ici, ces mesures-là sont insuffisantes, on va utiliser des médicaments. Il y a plusieurs classes thérapeutiques, mais la principale, c'est les statines, qui font partie de l'arsenal thérapeutique incontournable de la prise en charge des patients dont le risque cardiovasculaire est élevé. Il y a plusieurs molécules, la rosuvastatine, la torvastatine, la simvastatine, la pravastatine et la fluvastatine. Les cibles thérapeutiques vont être jugées avec le taux de LDL cholestérol. Et les chiffres retenus actuellement, c'est les dernières recommandations de l'Institut européen de cardiologie 2019. Donc, en fonction bien sûr du risque. Le risque très élevé, la cible de LDL, c'est moins de 0,55 g par litre. Le risque élevé, c'est inférieur à 0,7 g par litre. Le risque modéré, c'est inférieur à 1 g par litre. Et le risque faible, c'est un LDL inférieur à 1,16 g par litre. Bien sûr, le risque élevé, c'est les sujets qui ont un score le risque très élevé, c'est les sujets qui ont un score très supérieur à 10%. Bien sûr, en prévention secondaire, en cas d'insuffisance rénale sévère, défini par un débit de filtration glomérulaire inférieur à 30 ml par minute, et en cas de diabète compliqué ou bien la présence de plus de 3 facteurs de risque cardiovasculaire.
Le risque élevé est défini par un score entre 5 à 10%, la présence d'une insuffisance rénale ou la présence d'une insuffisance rénale chronique modérée, avec éclairance entre 30 et 60 mm par minute, la présence d'un diabète plus un facteur de risque ou bien un diabète de plus de 10 ans, et quand le LDL est supérieur à 1,90 g par litre, ou bien la pression artérielle est supérieure à 180 pour la systolique et 110 pour la diastolique. Le risque modéré, c'est le compte de score est entre 1 et 5%, ou bien un diabète sans autre facteur de risque, ou bien moins de 10 ans, ou non compliqué. Bien sûr, le risque faible, c'est le reste des sujets qui ne répondent pas aux critères suscités. On passe au traitement médicamenteux. Il y a plusieurs classes de médicaments pour le traitement de la maladie athérosclérose. Donc d'abord, c'est les antiagrégants plaquitaires. Chef de file, c'est l'aspirine. La dose antiagrégante est comprise entre 75 et 325 mg par jour. Quand est-ce qu'elle est indiquée? Elle est indiquée chez tous les patients en prévention secondaire, en l'absence de contre-indication bien sûr, car les preuves sont formelles concernant son bénéfice sur la baisse de la mortalité cardiovasculaire. Il faut savoir que l'aspirine n'a pas de place en prévention primaire, parce que le rapport bénéfice-risque n'a pas été démontré comme favorable, donc pas de place pour l'aspirine en prévention primaire, y compris chez le diabétique. Deuxième classe des antiagrégants, c'est les inhibiteurs des récepteurs Pi12-Y12, donc il y a le clopidogrel, le prasugrel et le ticagrelor. Le plus disponible en Algérie, c'est le clopidogrel, recommandé en prévention secondaire en association à l'aspirine dans les suites d'un syndrome coronarien aigu ou une angioplastie coronaire. Donc le clopidogrel, c'est en prévention secondaire, en association à l'aspirine, après un syndrome coronarien aigu ou une angioplastie coronaire. Également dans l'artériopathie du membre inférieur, l'efficacité de clopidogrel a été prouvée. Comme pour l'aspirine, le clopidogrel n'a pas de place en prévention primaire. Deuxième classe, c'est les bêta-bloquants, représente le traitement de base des coronariens, c'est-à-dire les patients qui ont une coronaropathie, parce qu'ils agissent à la fois comme anti-ischémiques et anti-arythmiques. Ils diminuent par ailleurs la mortalité en cas de dysfonction ventriculaire gauche. Donc la deuxième indication, c'est l'insuffisance cardiaque systolique à fraction d'éjection réduite. Là, c'est la prévention secondaire. Ils ont peu ou pas de place en prévention primaire. Par exemple, un patient hypertendu dont l'équilibre n'a pas été achevé par les autres classes, on peut utiliser les bêta-bloquants. Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion et les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine 2, c'est la troisième classe. Ils ont démontré leurs bénéfices en termes de réduction de la morbimortalité, donc après un infarctus de myocarde, en cas de dysfonction ventriculaire gauche systolique et insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, en cas d'artériopathie oblitérante des membres inférieurs, en cas d'accident vasculaire cérébral ischémique, en cas d'anévrisme athéromateux, c'est la prévention secondaire. Ils ont ici également une place importante en prévention primaire, c'est dans l'hypertension artérielle, le diabète, l'insuffisance rénale. La quatrième classe, c'est les statines, recommandées en prévention primaire dans les situations suivantes: après un accident vasculaire cérébral, en cas de coronaropathie, en cas d'artériopathie oblitérante des membres inférieurs, d'anévrisme de l'aorte, ou toute autre localisation athéromateuse, quel que soit le taux de LDL, c'est-à-dire si on a mis en évidence de l'athérome dans un territoire donné, on doit donner des statines indépendamment de la valeur du LDL cholestérol. En prévention primaire, leur recommandation se base donc sur le risque cardiovasculaire quand il est jugé élevé ou très élevé. En conclusion, les maladies cardiovasculaires d'origine athéromateuse ont des répercussions importantes sur les dépenses de santé. Ceci a conduit à réaliser des efforts d'investigation épidémiologique importants afin de mieux cerner ces pathologies. Les scores de risque aident à optimiser la qualité de leur prise en charge grâce à des mesures thérapeutiques adaptées au niveau de risque cardiovasculaire global. De véritables stratégies de lutte alliant prévention primaire et secondaire, modification de comportement et instauration de traitements pharmacologiques ont été établies afin d'optimiser la prise en charge de la maladie athéromateuse sous toutes ses formes. Je vous remercie et je vous souhaite donc Eid Mubarak et Sahaf Torkom.